Avez-vous déjà reçu la terrible nouvelle du décès d'un être cher, pour le voir réapparaître plus tard? Bien que ces retrouvailles puissent sembler joyeuses, la vérité qui se cache derrière peut être assez choquante. Voici 3 histoires de famille où des êtres chers décédés se sont révélés vivants, mais pas de la façon dont vous vous y attendiez. Les personnes dont il est question dans ces histoires ont eu un choc important lorsqu'elles ont appris la vérité sur la mort de leurs proches. 1. Mon chien n'arrêtait pas d'aboyer sur le cercueil de mon père, je l'ai ouvert et je l'ai trouvé vide. Je suis sorti de la voiture et je me suis tenu à l'extérieur de l'église. Le fait de savoir que je n'étais pas prêt à dire au revoir à mon père m'a frappé de plein fouet. Nous n'avons même pas pu lui offrir un enterrement digne de ce nom, ai-je pensé. Soudain, les aboiements aigus de Bella m'ont sorti de mes pensées. Je me suis tourné vers ma voiture, où Bella était plus agitée que d'habitude. Bella. Je lui ai fait signe de se coucher et elle a obéi. Je lui ai tapoté la tête par la fenêtre ouverte. Maintenant, reste tranquille, ma fille. Ignorance et gémissement, je me suis éloigné et je suis entré dans l'église. Le cercueil de papa était déjà en place, fermé, et les pompes funèbres avaient discrètement bouclé les abords immédiats parce qu'il était mort d'une maladie infectieuse. J'ai pris place à côté de maman. Compte tenu des circonstances, papa serait incinéré et non enterré. Alors que la messe s'est terminée et que les personnes en deuil se sont levées pour chanter le dernier hymne, les aboiements de Bella résonnaient dans l'église. Elle a sauté sur le cercueil, faisant tomber la composition florale sur le sol, et s'est mise à aboyer bruyamment. Lorsque Bella s'est assise en position d'alerte sur le sol et m'a regardé fixement, un frisson m'a parcouru l'équine. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Un halètement a retenti dans l'assemblée lorsque j'ai dit cela. Mais je m'en moquais. Je me suis dirigé vers le cercueil et je l'ai ouvert pour le trouver vide. « Où est mon frère ?» a demandé mon oncle en fixant le directeur des pompes funèbres. Maman ne pouvait pas supporter ce qui se passait. Ses yeux se sont retournés et ses genoux ont cédé. Je l'ai rattrapé juste à temps avant que sa tête ne heurte le sol en marbre. Je n'avais qu'une idée en tête, la conduire d'urgence à l'hôpital. Chez maman, j'ai appelé la police. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que le médecin légiste a confirmé la cause du décès et a remis la dépouille aux pompes funèbres, m'a dit l'inspectrice Bradshaw. Votre père était-il impliqué dans des activités que je devrais connaître? Je n'avais pas participé aux activités de papa depuis que j'avais ouvert mon centre de dressage de chiens, alors je ne savais pas grand-chose de ses affaires. Mais je savais que papa ne risquerait jamais sa réputation ou celle de l'entreprise en s'impliquant dans quelque chose de louche. J'ai dit la même chose à l'inspectrice Bradshaw. Comme il n'y avait pas encore de piste, l'inspectrice Bradshaw est partie en promettant de me tenir au courant. Mais attendre n'était pas mon genre. L'hôpital gardait maman pour la nuit. Laissant Bella à la maison, je me suis rendu à la morgue pour trouver des réponses. Le coroner a démissionné? Et le nouveau coroner? Je suis resté perplexe lorsque l'infirmière de la réception m'a informé qu'il n'y avait pas encore de nouveau coroner. J'ai demandé à voir le dossier de papa, mais elle a refusé, disant que c'était contraire aux politiques. Je savais comment jouer le jeu. J'ai déposé 1000 $ sur le comptoir et elle a fermé les yeux lorsque je me suis glissé à l'intérieur du bureau du coroner. J'ai commencé à chercher le dossier de papa sur les étagères, mais en vain.
Son dossier n'existait pas. La frustration me rongeait. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était l'avocat de papa, Monsieur Stevens. Il m'a informé que j'étais le nouveau PDG de l'entreprise de papa et qu'il voulait me voir de toute urgence. En arrivant au bureau de papa, j'ai ouvert son Gmail sur son ordinateur, pour constater que la boîte de réception était vide. Quelqu'un avait supprimé les messages. Ryan. Si est bon de vous voir, a déclaré M. Stevens en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière lui. Qui a utilisé cet ordinateur ? Lui ai-je demandé. Personne, a répondu Monsieur Stevens. Attendez, où sont les danseurs ? J'ai remarqué qu'il manquait 2 figurines dans le bureau de papa. Oh, il les a ramenées à la maison. Pauvre Arnold. Il n'a jamais pu obtenir la 3e figurine de l'ensemble. Pouvez-vous croire que l'homme qui la possède n'acceptera rien de moins qu'un demi-million ? dit M. Stevens. Je savais que papa ne les avait pas ramenés à la maison. J'avais fouillé toute la maison de mes parents depuis mon arrivée pour l'enterrement, et ces danseurs n'étaient nulle part. Mais de toute façon, nous avons des choses plus urgentes à discuter. M. Stevens m'a informé que nous étions très endettés et que plusieurs investisseurs menaçaient de se retirer parce que papa avait fait l'impasse sur des réunions pendant des mois avant sa mort. Et tout a commencé lorsque sa nouvelle secrétaire a commencé à travailler ici. Avec tout le respect que je dois à Arnold et à sa famille, je crois qu'il avait une relation amoureuse avec elle, a révélé M. Stevens. L'image du visage triste de ma mère m'a traversé l'esprit et j'ai failli perdre la tête. J'aurais confronté la secrétaire de papa sur le champ si Monsieur Stevens ne m'en avait pas empêché, cela n'aurait fait qu'entacher la réputation de papa. J'ai passé la journée à faire des pieds et des mains pour régler le problème de la dette et j'ai envoyé des paniers cadeaux aux investisseurs les plus importants. Après le travail, j'ai suivi la secrétaire de papa, Mademoiselle Pearson, et je l'ai vue entrer dans le garage d'une maison de banlieue ordinaire. C'était ma seule piste jusqu'à présent, alors je me suis garé devant chez elle et j'ai attendu. Je ne me suis même pas rendu compte que je m'étais assoupi. Un peu plus tard, le vrombissement de la porte du garage m'a réveillé. Je l'ai vue sortir en voiture et j'ai voulu la suivre. Mais une meilleure idée m'est venue à l'esprit. Je suis sorti de ma voiture et j'ai réussi à me faufiler dans son garage juste avant que la porte ne se referme. Là, j'ai trouvé une porte qui menait à l'intérieur de la maison. La cuisine a été le premier endroit que j'ai vérifié, fouillant dans les tiroirs jusqu'à ce que je trouve une lampe torche. Je ne voulais pas allumer de lumière au cas où Mademoiselle Pearson rentrerait à l'improviste. Mon cœur a sombré lorsque je suis entré dans sa chambre et que j'ai vu une photo encadrée d'elle embrassant papa sur la table de nuit. Gardant mon sang-froid, je me suis rappelé que j'étais ici pour trouver un indice, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre ce qui est arrivé à papa. J'ai fouillé la maison de Mademoiselle Pearson, mais je n'ai rien trouvé. Dépité, je m'apprêtais à partir quand j'ai remarqué un tiroir légèrement ouvert dans la table basse. Si est assez convaincant, dit l'inspectrice Bradshaw en examinant le document. Voyons ce que je peux trouver d'autre sur cette femme Pearson. J'attendais près de la réception lorsqu'elle s'est approchée de moi avec une équipe d'agents. Il s'est avéré que Mademoiselle Pearson avait réservé un vol pour le Maroc, qui partait dans une demi-heure. Comme les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec le gouvernement marocain,
Il est crucial que nous l'amenions pour l'interroger avant qu'elle ne monte à bord de l'avion. J'ai voulu rejoindre les officiers, mais l'inspectrice Bradshaw a refusé parce que j'étais un civil. L'ignorant, je les ai quand même suivis. Police, a crié l'inspectrice Bradshaw alors qu'elle et son équipe s'approchaient d'une porte d'émbarquement. Laissez-nous passer. Je me suis faufilé devant les agents de sécurité de l'aéroport en me cachant dans la foule, et nous nous sommes dirigés vers la zone d'émbarquement. Les policiers se sont immédiatement déployés en éventail et ont commencé à contrôler les passagers. Vous là. La femme brune en chemise blanche. Sortez de la file d'attente et levez les mains en l'air, a hurlé l'inspectrice Bradshaw. Le soulagement m'a envahi lorsqu'ils ont attrapé mademoiselle Pearson, mais mon sourire s'est évanoui lorsque la femme s'est retournée. Ce n'était pas mademoiselle Pearson. Les policiers ont poursuivi leurs recherches pendant des heures, mais mademoiselle Pearson avait disparu. J'étais de retour à la case départ. Mais quelque part au fond de moi, je savais que papa était vivant. Je savais que les figurines n'étaient pas à la maison. Où qu'ils soient, papa a dû les emporter avec lui. J'ai cherché en ligne le collectionneur qui avait la 3e figurine et je suis allé directement chez lui. Alors, combien ? Ai-je demandé en montrant la figurine. 750000 $, m'a répondu le collectionneur, Monsieur Frédéric. CIST de la folie, monsieur. CIST bien au-dessus de la valeur du marché, ai-je dit. Alors ne l'achetez pas. Le prix n'est pas négociable, jeune homme, m'a-t-il dit. Je devais l'avoir, alors j'ai demandé du temps pour trouver l'argent. De retour dans ma voiture, j'ai appelé M. Stevens. Je devais vendre pour 750 000 $ d'actions de ma société. Mais alors, vous n'aurez plus de participation majoritaire dans la société, Ryan, m'a dit M. Stevens. Je sais, monsieur Stevens, mais si est urgent. J'ai besoin de cet argent tout de suite. Je devrais pouvoir acheter les actions d'ici une semaine, cependant. Ryan, dit finalement M. Stevens, en tant que partie prenante majeure et conseiller juridique de l'entreprise, je soupçonne qu'il ne serait pas judicieux de fouiner pour savoir pourquoi vous avez besoin d'une somme aussi importante dans un délai aussi court. Cependant, a-t-il poursuivi, en tant qu'ami de longue date de la famille, j'ai besoin de savoir si cela est lié aux soupçons que j'ai partagés au sujet de mademoiselle Pearson. D'une certaine façon, oui, ai-je répondu. M. Stevens a soupiré. Elle a disparu elle aussi, vous savez. Elle ne s'est pas présentée au travail aujourd'hui et son téléphone est éteint. Je vais vous donner l'argent. Il vaut mieux ne pas discuter des détails. Et le virer le plus vite possible. Lorsque l'argent est arrivé sur mon compte, je me suis précipité pour aller voir M. Frédéric. Le vieil homme a marmonné quelque chose sur le fait que la figurine valait plus puisqu'elle complétait l'ensemble, mais je l'ai interrompu. Vous avez demandé 750 000 $, monsieur, et si est ce que vous obtenez, avec effet immédiat. Êtes-vous un homme de parole, monsieur Frédéric ? Il a finalement accepté de me vendre la figurine. J'ai passé quelques appels depuis ma voiture et j'ai fait un arrêt rapide avant de retourner chez maman. Où étais-tu, Ryan ? M'a demandé maman. Je reviens de l'hôpital avec une maison vide et une Bella qui s'ennuyait. Tu manques à ton chien, tu sais ?
J'arrive à peine à la divertir, et je ne t'aille pas vu depuis l'enterrement. Je suis désolé, maman, ai-je dit. Fais-moi confiance, si est très important. Tout sera bientôt terminé. J'avais un plan. 2 jours plus tard, je me tenais derrière un pilier dans une salle des ventes, étudiant la foule. Ma figurine était la prochaine. Je l'ai observée pendant qu'on l'amenait sur le devant de la scène. Le prix a grimpé et les enchérisseurs se sont réduits à 2. Papa n'était pas là non plus. J'avais insisté sur l'anonymat et j'avais même payé des publicités pour m'assurer que papa, où qu'il soit, sache que la figurine était vendue aux enchères aujourd'hui. Je savais à quel point il la voulait, et s'il était vivant, il viendrait. 600 000 $ en une seule fois, a déclaré le commissaire-priseur. Mon cœur s'est effondré. Non seulement je perdrais mon appât, mais je risquais aussi de perdre beaucoup d'argent sur la figurine. 2 fois $1 million. Ma peau s'est hérissée au son de la voix de papa. J'ai regardé avec stupeur papa se lever d'un siège près du fond, en enlevant son chapeau. 1 million $, une fois. 2 fois. Vendu à l'homme au manteau beige. Le commissaire-priseur a donné un coup de marteau. Papa a remis son chapeau et s'est dirigé vers la porte. J'ai couru au bord de la pièce et je lui ai bloqué le chemin. L'inspectrice Bradshaw s'est alors avancée et a passé les menottes à papa. Ryan ? Papa a sursauté. Tu m'as piégé. C'était un piège. Ne joue pas à la victime, papa. Tu as eu une liaison et tu as simulé ta propre mort pour fuir avec ta maîtresse. Comment as-tu pu ? Il a baissé la tête, avouant qu'il était fatigué de son ancienne vie et qu'il voulait un nouveau départ avec Mademoiselle Pearson. Alors tu as pris une énorme assurance vie, tu as soudoyé le coroner et tu nous as tous fait pleurer un cercueil vide ? Un homme doit faire ce qui est juste, et non suivre ses propres intérêts égoïstes. Si est ce que tu m'as appris, papa. Je suis désolé que tu n'aies pas pu suivre tes propres principes. L'inspectrice Bradshaw m'a assuré que Mademoiselle Pearson serait bientôt arrêtée, elle aussi. Puis ils ont emmené papa. 2. J'ai appelé le numéro de ma défunte femme et j'ai reçu une réponse de sa part. C'était un dimanche ordinaire, et j'étais assis au Paprika, un petit café au cœur de la ville. Le quartier était plein de vie, mais je me sentais seul. Ce café était spécial pour Kate et moi. Nous y sommes venus tous les week-ends pendant 7 ans. Chaque coin me faisait penser à elle. Notre premier rendez-vous, ses anniversaires, son rouleau à la cannelle préféré. Kate me manquait. Son rire, son contact et son sourire me manquaient, alors j'ai recomposé son numéro, voulant entendre sa voix sur le répondeur. Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Kate. J'avais appelé plusieurs fois depuis son décès. Si est ainsi que je me souvenais d'elle. J'ai pensé au jour où je l'ai demandé en mariage, à notre mariage et à toutes les fois où elle m'a soutenu. L'enterrement de Kate a eu lieu il y a quelques jours. C'était incroyablement difficile. La journée était grise et froide. Vide. La cérémonie s'est déroulée dans le flou et les paroles de réconfort de chacun semblaient lointaines. Je n'arrivais pas à croire que ma femme, l'amour de ma vie, était partie. Sa mort a également été un choc. Elle est morte dans un accident de voiture, et les médecins n'ont rien pu faire. Ils ont dit, elle est partie. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Mais j'avais encore des gens qui m'aimaient. Après la mort de Kate, sa sœur jumelle, Amanda, et son mari,
Kyle était ma seule famille. Amanda était malade et se déplaçait en fauteuil roulant. Il ne lui restait que quelques années à vivre. Pourtant, elle m'a dit, nous traverserons cette épreuve ensemble, Peter. Kyle m'a également soutenu. Perdu dans mes pensées dans ce café, je n'ai même pas senti quelqu'un s'approcher de moi jusqu'à ce qu'une douce tape me touche l'épaule. C'était Carmen, une amie proche de Kate. Je ne l'avais rencontrée que brièvement lors de notre mariage. Qu'est-ce ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si triste? M'a demandé Carmen, et je lui ai raconté l'accident. Elle était choquée. Oh, Peter, je n'en avais aucune idée. Si est pour ça qu'elle ne m'a pas répondu. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle avait essayé de contacter Kate, ignorant son nouveau numéro de téléphone, et qu'elle avait donc eu recours à l'ancien numéro de la maison de campagne de leur famille. Mais je suppose que personne n'y vit depuis longtemps, il n'y a que le répondeur de Kate, a-t-elle ajouté. La voix de Kate est sur le répondeur? Demandai-je. Carmen a répondu par l'affirmative et m'a donné le numéro. Une fois seul, j'ai appelé le numéro, impatient d'entendre une autre version de son message. La voix de Kate sur le répondeur m'a fait sourire, alors j'ai rappelé. Mais au troisième appel, quelque chose a changé. Quelqu'un a décroché, et la voix la plus familière s'est fait entendre. Après ce coup de fil troublant, je me suis senti obligé de partager mon expérience avec quelqu'un qui pourrait comprendre mes sentiments. J'ai tout de suite pensé à Amanda. J'ai composé son numéro et je me suis préparé à la conversation. Allô? A dit Amanda en répondant. Amanda, si est Peter, me suis-je empressé d'expliquer. Je viens d'entendre la voix de Kate au téléphone dans la vieille maison de campagne de votre famille. Ça avait l'air si réel. Il y a eu une brève pause avant qu'Amanda ne réponde. Peter, si est probablement le chagrin qui te joue des tours, a-t-elle suggéré doucement. Pourrais-tu me dire où se trouve cette maison? Ai-je insisté. Avec un soupir, Amanda a cédé. Si est sur Oakwood Lane, à une vingtaine de kilomètres de la ville. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel, me mettant en route pour la maison de campagne. Le trajet a été chaotique, mon cerveau et mon cœur luttant contre l'espoir qui bouillonnait dans ma poitrine. Néanmoins, le souvenir de la voix de Kate m'a encouragé à continuer. Lorsque la maison de campagne est apparue, son état de délabrement m'a frappé. L'endroit, autrefois animé, était désormais silencieux et négligé. Je m'approchais lentement, remarquant la serrure fragile de la porte. En la poussant, j'ai pénétré à l'intérieur. En traversant les pièces, je me suis senti entouré par les échos du passé. Je me suis vite rendu compte qu'il ne pouvait y avoir personne, mais j'ai recomposé le numéro, souhaitant ardemment que le message de Kate apaise mon chagrin d'amour. Mon espoir m'avait trompé. En entendant ces mots enregistrés, j'ai fait le tour du salon triste et solitaire et je me suis approché d'une étagère. 2 verres étaient posés dessus, et des gouttes d'eau glissaient sur leur surface. Contrairement au reste de la maison, ils ont l'air propres et fraîchement utilisés. En fronçant les sourcils, j'ai regardé vers le bas et j'ai vu des empreintes de pas marquées sur le sol poussiéreux. J'ai été secoué par la douleur. Quelqu'un était venu ici. Avec plus de questions que de réponses, j'ai quitté la maison de campagne et je me suis rendu chez Amanda et Kyle, déterminé à y voir plus clair.
Kyle m'a accueilli chaleureusement, prenant un moment pour me réconforter à nouveau de ma perte. À l'intérieur, j'ai remarqué que la maison était en désordre, avec des valises et des vêtements éparpillés. Curieux, j'ai demandé, « Qu'est ce qui se passe? Pourquoi fais-tu vos valises ?» Il a souri légèrement et m'a révélé qu'il avait trouvé de l'espoir pour Amanda dans une clinique en Israël, spécialisée dans son état. Il pensait pouvoir l'aider, peut-être même lui permettre de vivre une vie pleine et de marcher à nouveau. Si est incroyable, Kyle, ai-je dit, tout en me demandant pourquoi on ne me l'avait pas dit plus tôt. Tout s'est passé si vite, a-t-il expliqué. Et tu as dû faire face à trop de choses. J'ai acquiescé. C'était vrai, alors je suis allé voir Amanda, heureux de constater que la sœur jumelle de ma défunte épouse avait l'air beaucoup plus gaie que d'habitude. Elle avait un esprit fort. Comment tu tiens le coup, Peter? M'a-t-elle demandé en me tenant la main. Après un bref récit de ma nouvelle routine déprimante, je lui ai raconté ce qui s'était passé après avoir rencontré Carmen, y compris l'appel téléphonique et ma visite à la maison de campagne. Amanda a suggéré que leur voisin avait peut-être inspecté la maison, mais cela n'expliquait pas le jardin en désordre ou les signes frais de la présence récente de quelqu'un. J'ai essayé d'en dire plus, mais elle avait l'air trop fatiguée pour continuer à discuter. En quittant la chambre d'Amanda, j'ai remarqué des pantoufles près de son lit et des empreintes de chaussures identiques à celles de la maison de campagne. Soudain, l'inspecteur chargé du dossier de Kate a appelé, disant que sa voiture avait été trafiquée avant l'accident et que j'étais un suspect. J'étais sous le choc. Ils ont même découvert qu'une police d'assurance vie avait été modifiée au profit d'Amanda. Qu'est ce qui se passe? De retour chez moi, en fouillant les affaires de Kate, j'ai trouvé des photos d'Amanda et moi. Ensemble. Il y a un an, nous avons vécu un moment que nous avons profondément regretté. Ces photos, envoyées à Kate avant l'accident, signifiaient qu'elle savait. Mais pourquoi changer le nom sur la police d'assurance, alors? Soudain, le jardin non entretenu, les signes frais de présence, les pantoufles, tout cela avait un sens. D'une certaine façon, j'avais l'impression qu'Amanda devait en savoir plus que ce qu'elle me disait. À moins que la femme que j'avais vue aujourd'hui ne soit pas du tout ma belle-sœur. À l'approche de l'aube, j'ai pris une décision décisive. J'ai mis mon arme en lieu sûr et je me suis dirigé vers la maison d'Amanda et de Kyle. À mon arrivée, j'ai trouvé leur maison déserte. À l'aide de ma clé, je suis entré et j'ai appelé sans obtenir de réponse. Mon téléphone a sonné, c'était encore l'inspecteur Johnson, mais j'ai ignoré l'appel. Je me suis concentré sur la recherche de réponses. Tout d'abord, j'ai contacté la compagnie d'assurance pour m'enquérir de la procédure de remboursement. Le directeur m'a confirmé que c'était prévu pour bientôt. Après l'avoir pressé davantage et imploré sa sympathie, j'ai appris le nom de la banque et de la succursale où le versement était dirigé. J'ai roulé jusqu'à la banque alors que des doutes m'assaillaient. Tout cela n'était-il que le fruit de mon chagrin? Cette pensée m'a fait froid dans le dos. Pourtant, je devais savoir. Mais mon cœur s'est mis à battre à tout rompre lorsqu'une voiture de police est apparue derrière moi, me faisant signe de m'arrêter. La panique s'est emparée de moi. Je ne pouvais pas m'arrêter, pas maintenant. Dans un geste désespéré, j'ai accéléré, les esquivant jusqu'à ce que je les perde dans la circulation.
Sans réfléchir, j'ai attrapé le café d'un client qui se trouvait à proximité et je me suis approché d'eux. Dans un geste audacieux, presque téméraire, j'ai versé le café sur sa jambe. Elle s'est levée d'un bond en hurlant de douleur, et la vérité est devenue très claire. Elle n'était pas paralysée. C'était Kate, pas Amanda. Comment vas-tu, Kate ? Ai-je demandé, me sentant à la fois heureux et consterné que mes soupçons soient réels. Mais avant que je puisse en dire plus, la banque s'est transformée en chaos lorsque la police, dirigée par l'inspecteur Johnson, a fait irruption. Je crois qu'il avait aussi compris la situation, car son arme s'est immédiatement braquée sur Kate, et il a fait signe à ses agents de l'arrêter. Je les ai regardés l'emmener, et les policiers ont aussi attrapé Kyle, qui attendait dans la voiture depuis tout ce temps. L'inspecteur m'a rejoint, posant une main sur mon épaule, tandis qu'il parlait doucement, m'expliquant les détails de toute leur machination. Après que Kate a découvert ma liaison avec Amanda, elle l'a dit à Kyle et a conçu un plan pour se débarrasser de sa sœur, prendre le paiement de l'assurance vie et me faire porter le chapeau de sa mort. Ils ont empoisonné Amanda, puis ils ont fait croire que Kate était morte dans un accident de voiture, avec le corps d'Amanda dans le véhicule pour que leur plan fonctionne. C'est pour cela que Kate avait changé le bénéficiaire en Amanda récemment. J'ai envoyé une voiture de police à vos trousses parce que j'avais peur que vous fassiez quelque chose de stupide, a expliqué l'inspecteur. J'acquiesça. C'était tout à fait possible, mais je suis content d'avoir gardé mon arme bien rangée dans mon pantalon. En analysant tout ce qui s'était passé, j'ai compris que la vie ne serait plus jamais la même. Je pouvais reconnaître mes erreurs, mais rien ne justifiait les actes de Kate et de Kyle. Maintenant, j'avais encore plus de choses à pleurer. 3. J'ai rencontré mon mari mort sur Tinder assis dans mon salon, je n'arrivais pas à me débarrasser par les images obsédantes de l'accident de mon mari, sa voiture engloutie dans les flammes, Dan piégé à l'intérieur et crié pour obtenir une aide qui n'est jamais venue. Des mois s'étaient écoulés depuis sa mort, mais pour moi, c'était comme si c'était hier. Tout ce qui concerne Dan me manquait, son amour, ses rires et la façon dont la vie prenait un sens lorsqu'il était là. Tu ne peux pas rester enfermé dans cette obscurité pour toujours, Maria. J'ai essuyé mes larmes et je me suis tourné vers Jane, assise à côté de moi, me consolant. La vie continue, a-t-elle insisté. Pense aux dettes. Nous devons trouver un moyen de les gérer. Tu n'as pas besoin de t'en occuper seul. Je sais. Ai-je reconnu, les larmes coulant une fois de plus sur mon visage. Mais comment puis-je oublier Dan et passer à autre chose comme si rien ne s'était passé? Jane, toujours pratique, a suggéré, écoute, tu l'as pleuré jusqu'au bout. Il y a de la place pour quelqu'un de nouveau. Peut-être essayer Tinder? L'idée semblait absurde, mais ce soir-là, je me suis retrouvé à créer un profil sur l'application en utilisant les photos d'une inconnue. Alors que je parcourais les profils, mon cœur s'est arrêté, j'ai vu le profil de Dan. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être lui. Quelqu'un doit utiliser ces photos. Curieusement, j'ai cliqué sur la droite et nous nous sommes matchés. Bientôt, j'ai reçu un message de son profil. Salut, quoi de neuf? Disait-il. Bonjour, je fais des lasagnes. Et toi? Ai-je répondu, en essayant d'agir normalement malgré mon cœur qui s'emballait. Je connaissais quelqu'un qui faisait d'excellentes lasagnes, a-t-il répondu, ce qui m'a fait penser à Dan.
Je cherchais des billets d'avion. Vraiment? Tu prépares un voyage? Ai-je répondu. Oui, j'ai décidé de prendre une pause. Je n'arrive pas à choisir le pays où je vais m'envoler, a-t-il dit. J'ai toujours voulu visiter l'Italie, ai-je répondu. Je voulais y aller avec Dan, mais il n'a jamais accepté parce qu'il trouvait les Italiens trop émotifs à son goût. Il n'aimait pas non plus le temps qu'il faisait là-bas. Mon cœur m'a dit que ce n'était pas une coïncidence que cet homme ait les mêmes raisons de ne pas aimer l'Italie que mon défunt mari. Intrigué, j'ai poursuivi la conversation, discutant des préférences de voyage et de la randonnée, un amour que Dan m'avait inculqué. Il s'est avéré que cet homme aimait aussi la randonnée. Lorsque j'ai mentionné mon mari et notre séparation, un mensonge pour faire durer la conversation, l'homme du Tinder a proposé une rencontre. J'ai accepté, poussé par le besoin de découvrir le mystère qui se cachait derrière cet inconnu familier. Au café, en l'attendant, mon cœur s'est emballé à chaque fois que la porte sonne. Mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai vu un homme de l'autre côté de la rue, ressemblant étrangement à Dan, s'éloigner précipitamment. J'ai essayé de le suivre, mais je l'ai perdu dans la foule. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à l'homme du Tinder. Devinez quoi? Il n'a jamais répondu. Confuse et anxieuse, j'ai conduit jusqu'à la maison de Jane, mais j'ai trouvé une pancarte à vendre dans sa cour. Jane n'a pas répondu à son téléphone, et sa voisine, Madame Gilbert, a mentionné que Jane s'était précipitée à l'aéroport avec un homme ressemblant à Dan. Mon monde s'est effondré. Dan ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts et s'enfuir avec Jane. Le pouvait-il? L'esprit rongé par les soucis, je remerciais tant bien que mal Madame Gilbert et retournai à ma voiture. Une fois à l'intérieur, j'ai appelé la sœur de Jane. Sois honnête si tu as caché quelque chose pendant tout ce temps, ai-je dit en lui expliquant tout. Écoute, Maria, parfois, le chagrin joue des tours à ton esprit. A commencé la sœur de Jane, mais je l'ai interrompue. Je sais de quoi ça a l'air. Dis-moi juste ce que j'ai demandé, ai-je dit désespérément. Maria, je te jure, il n'y a rien, a-t-elle répondu. Mais j'appellerai et je demanderai à la famille, d'accord? Prends soin de toi. Puis, l'appel s'est terminé. Je savais que je ne pouvais pas attendre que les choses soient résolues. J'ai démarré la voiture et me suis dirigé vers l'aéroport. Dan était-il vivant? Jane et lui avaient-ils comploté ensemble? J'étais déterminé à le découvrir. En arrivant, je me suis empressé de garer ma voiture et de me précipiter à l'intérieur de l'aéroport, mes yeux scrutant la foule à la recherche d'un signe de Jane et Dan. Ils sont là. Je les ai aperçus au loin. Jane, avec sa valise rouge vif, et l'homme, qui me tournait le dos, se dirigeait vers la sécurité. Jane, ai-je appelé en me faufilant dans la foule. Alors qu'il atteignait le point de contrôle de sécurité, il semblait se fondre dans le flux des passagers. J'ai réussi à atteindre la barrière de sécurité juste au moment où ils plaçaient leurs sacs sur le tapis roulant. J'ai essayé de les suivre, mais un agent de sécurité m'a arrêté. Billet et pièce d'identité, madame, a-t-il dit fermement. Écoutez, il faut que je passe. Si est urgent, ai-je expliqué. Mais l'agent n'a pas bougé. Sans ticket, je ne peux pas vous laisser passer. J'ai regardé, impuissante, Jane et l'homme se frayer un chemin à travers le poste de contrôle. Remarquant mon expression défaite, l'agent de sécurité s'est adouci et m'a demandé si j'étais inquiète et si j'avais besoin d'aide.
J'ai secoué la tête et j'ai fait un pas en arrière. Il était trop tard. Ma meilleure amie et mon mari décédé se sont approchés de la porte d'embarquement, ont montré leur billet à l'agent d'embarquement et ont disparu de ma vue. Oui, cet homme était Dan. Je suis resté là, à regarder l'avion rouler jusqu'à la piste et décoller, s'élevant dans le ciel jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une tache de nuage. J'ai eu le cœur brisé une fois de plus. Mais cette fois, le chagrin d'amour ne me rendait pas faible. J'étais déterminé à faire toute la lumière sur ce qui se passait. J'ai conduit jusqu'à un poste de police et j'ai tout expliqué à un inspecteur. Je me suis dit que je pourrais rembourser les dettes si je vendais ma maison. C'était risqué, et je pouvais tout perdre. Mais j'étais prêt à faire face à tout ce qui allait arriver maintenant. J'ai vendu ma maison pour régler les dettes et j'ai loué un petit appartement. Les policiers surveillaient déjà le compte de Dan à la recherche d'une quelconque activité, il ne me restait plus qu'à attendre. Un après-midi, mon téléphone a sonné alors que je revenais de l'épicerie. C'était l'inspecteur Martinez. Il m'a demandé de venir au poste, et quand je suis arrivé, j'ai appris que les policiers avaient retrouvé la trace de l'argent retiré des comptes de Dan en Autriche. Je suis resté perplexe. L'Autriche? Oui. Si est une piste importante, m'a dit l'inspecteur Martinez. Mais tout l'argent a disparu. Il a été retiré en espèces. Je craignais de perdre à nouveau Dan. Qu'est-ce ce que cela signifie pour retrouver mon mari? Ai-je demandé. Cela signifie que nous avons un endroit sur lequel travailler, a répondu l'officier Martinez. Mais c'était une opération risquée. Les jours qui ont suivi ont été flous. J'ai pris un emploi à temps partiel dans une librairie locale pour m'occuper. Puis, un jour, alors que je rangeais des livres, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, l'inspecteur Martinez avait de bonnes nouvelles. Votre mari est en contact avec quelqu'un en Autriche, Madame Johnson. Nous avons trouvé un courriel. Il était crypté, mais nous l'avons déchiffré. Nous pensons qu'il s'agit de déménager à nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, nous travaillons avec les autorités autrichiennes. S'il essaie de quitter le pays, ils le sauront. J'ai senti une lueur d'espoir, et quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Dan et Jane avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir la frontière suisse. J'étais au poste et je les ai regardés se confesser. Dan a révélé qu'il était désespéré lorsque son entreprise a fait faillite. Il ne pouvait pas supporter l'échec et les dettes. Alors, Jane et lui ont planifié de simuler sa mort en utilisant le corps d'un sans-abri. Ils se sont excusés et ont dit qu'ils se sentaient impuissants. Dan a également avoué qu'il me trompait avec Jane. Il pensait qu'en simulant sa mort, il pourrait prendre un nouveau départ avec elle. Je suis heureuse que Jane et lui aient fait face à leur karma. Bien que leur tromperie m'ait fait souffrir, j'ai pu tourner la page et prendre un nouveau départ dans ma vie. Ces trois histoires nous font vraiment réfléchir sur le caractère imprévisible de la vie. Si est difficile à imaginer, mais parfois les gens font l'impensable et prétendent qu'ils ne sont plus là. Dites-nous ce que vous pensez de ces histoires et partagez-les avec vos amis. Lire aussi, un mari ment à sa femme en lui disant que leur nouveau-né est décédé. 44 ans plus tard, son fils s'approche d'elle, « Tu pensais que j'étais mort ?» Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.
Comme point note, ces articles sont inspirés d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigés par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.